Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode du mercredi avec un épisode un peu spécial aujourd'hui puisque je reçois un auditeur du podcast. Exactement. Salut Christophe. Salut à toi. Merci d'être venu, d'avoir fait le déplacement de Montpellier à Toulouse au con. Exactement. Première fois que tu viens à Toulouse, donc tu vas en profiter, tu me disais, pour visiter la ville, et tu as bien raison, parce que c'est une ville magnifique, un peu de chauvinisme, et on est dans un de mes Airbnb qui était libre aujourd'hui, donc c'était l'occasion, je trouvais, de tourner l'épisode dans ce cachet toulousain. Ouais. Et tu nous as amené en plus à boire et à manger, donc on a sorti déjà à manger, moi tu vois j'ai gardé de l'eau pour boire, Ouais, toi aussi, bien fait pour l'instant, mais merci en tout cas pour ce geste, c'est ouais, vraiment merci très à apprécié. toi. Et donc, comme je le disais, je vais te laisser te présenter. On aura un épisode particulier puisque tu es auditeur du podcast. Donc, je me souviens, parce que j'ai une assez bonne mémoire, et je me souviens, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas du tout regardé, mais je me souviens très bien qu'on avait échangé, tu m'avais contacté, tu avais commandé mon livre, Tout je à t'avais fait. envoyé mon livre, l'édition Privilège, il me Ouais, semble. très bonne Je t'avais mémoire, envoyé, ouais, tout à fait. Donc, dans la région de Montpellier, vers Vendargue ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça ouais, C'est Vendargue ça pile. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Je me rappelle très bien. Peut-être parce que ton nom de famille aussi est assez Pas commun. est pas commun. Donc Christophe Natchouk. Mais alors si vous essayez de l'écrire, vous n'allez pas y arriver. Non, ça rapporte des points au Scrabble, mais Voilà. pas plus. Donc vous le verrez dans le titre de l'épisode. Ça rapporte des points, c'est vrai. Avant de te présenter, je vais quand même faire une petite intro. Tu m'as sollicité parce que tu trouvais que sur le podcast, à juste titre du coup, ou sur les contenus de manière générale, on s'adressait souvent, on va dire, en tant qu'investisseur aguerri. Et pas forcément, des fois, du contenu abordable pour des gens qui étaient bloqués dans des situations, qu'on ait déjà investi, pas déjà investi, etc. Mais en tout cas, des situations de blocage. Et que, je vais faire un raccourci, peut-être ça pouvait paraître aussi facile quand tu entendais. Et Ouais. qu'en fait, dans les faits, ça ne l'était pas vraiment. Et qu'il y avait peut-être des gens qui n'arrivaient pas à s'identifier aux histoires qu'on pouvait raconter, aux invités qu'on pouvait recevoir, etc. Qui étaient des invités qui avaient plutôt réussi. Oui, tout à fait. Je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, etc. Et le but de cet épisode qui est absolument pas préparé, pour ceux qui nous verront sur YouTube, il y a juste le nom de Christophe parce que je voulais pas le prononcer de manière... Vaut mieux l'écrire, ouais. Voilà. Mais même en Oui, vrai, en l'écrivant, non, je l'aurais pas prononcé comme Il ça. vaut mieux que je l'énonce avant, ouais, Voilà. c'est sûr. Mais on n'a absolument rien préparé, ni Christophe ni moi. Le but, c'est qu'on fasse une espèce de coaching et qu'on arrive à suivre ça dans le temps. Donc voilà, ça va être un petit peu un fil rouge. Moi, je fais plus de coaching, comme je te l'ai dit, parce que c'était trop chronophage et c'est pas aujourd'hui le modèle que j'ai envie de développer. Voilà, vendre mon temps pour coacher des gens, c'était pas le modèle économique que j'avais envie de faire. Moi, j'avais envie de réaliser des projets, de créer vraiment des choses, et c'est pour ça qu'on fait de l'investissement clé en main aujourd'hui. Mais là, c'était l'occasion de faire un coaching en différé, pas en direct. Mais Oui. là, on est en direct, en tout cas en vidéo, ça ne pourra pas trahir. Donc, tu vas te présenter et puis tu vas surtout m'exposer après tes problématiques. Et on va essayer d'y répondre ensemble et de voir comment on peut arriver à te débloquer. Ouais, vaste programme. Voilà, je m'appelle Christophe, j'ai 42 ans. Je suis né à Sète, dans l'Hérault. J'habite Montpellier actuellement. J'ai une petite fille de bientôt 10 ans. Je suis passionné, entre guillemets, d'immobilier. J'adore les pierres, tu vois. Par exemple, je viens ici, je suis passé 2 minutes dans la rue et je me suis régalé. Voilà, dans ton appart notamment aussi. Et voilà, donc j'ai mis le pied dans l'immobilier avec la résidence principale, une villa, que j'ai acquérie en 2010, il me semble. Et voilà, les événements de la vie, on se sépare, tout ça, et obligé de vendre. Et à ce moment-là, je me rends compte que si je vends, si je pars pas avec des dettes, c'est un miracle. Je pensais que j'allais partir avec zéro. Alors j'ai proposé à mon ex-compagne de dire je reste dans l'appartement, enfin dans la villa, pardon, et je la termine parce qu'elle n'était pas terminée, notamment les extérieurs. C'est pour ça que tu pensais que tu allais perdre du pognon? Alors, Mais j'avais regardé ce qui me restait à la banque à rembourser. Et on avait estimé, et ça tombait à quelques euros près, milliers d'euros près, à l'équilibre, quoi. Ok. Donc je me suis dit, c'est un peu bête d'avoir construit cette maison pendant 10 ans, parce qu'on l'a fait nous-mêmes, avec mon papa notamment, et voilà, tout un tas d'histoires et tout, donc on ne voulait pas s'en séparer. Donc j'ai dit, fais-moi confiance, je reste dedans, on l'a fini, et on la vend quand c'est fini. Bon, l'histoire a duré 3 ans, en fait, je suis resté 3 ans dans la maison, tout seul, et j'ai fini ça. Et puis finalement, on vend, et on sort, une fois tout payé, avec quelque chose comme 160 000 euros de dégagés.
Donc là, je regarde mon père, je lui dis, tu te rends compte, on a passé 10 ans. Enfin, lui était triste aussi parce que forcément une histoire de famille, tout ça. Mais bon, on a été consolé avec ce qu'on a retiré un petit peu. On a partagé, bien entendu, cette somme avec mon ex-compagne. Et je me suis dit, c'est quand même fou l'immobilier. J'ai passé 10 ans dans une maison, je m'en vais. Et en fait, on a fait 16 000 euros par an, quoi. Si on divise sur 10 ans. Ouais, bien sûr. Je me suis dit, c'est incroyable. Mon Donc, père. en faisant des travaux. Oui, en faisant des travaux. Enfin, on a tout fait, quoi. On a mis la maison hors d'air. Et après, on a tout fait. Plomberie, électricité, carrelage. C'est pour ça qu'il y a une plus-value quand même importante. Mais en mettant quand même pas mal la main à la pâte, quoi, du coup. On a tout fait. Et oui. Ah, mais quand tu dis tout fait, c'est toi, t'as tout fait, Tout fait. même sans artisan, quoi. Si, je t'ai dit hors d'air. Ouais, mais après, le reste sur le second œuvre, c'est ouais, ok. Sauf les joints. Ok. Les joints de placo, on l'a pas fait parce que c'est trop chronophage. On n'a pas fait ça, ni le crépi. Voilà. C'est les deux seules choses qu'on a fait. Donc on a fait tout le reste. Donc là, je rachète un appartement, une deuxième résidence principale pour pouvoir me reloger du coup. Attends, une seconde, Christophe, t'avais des connaissances ou pas du tout Non, zéro connaissance. Mon père, voilà, nous on vient de milieu modeste, tout ouvrier, ponts et chaussées. Donc voilà, très peu de revenus. Ma mère, femme de ménage. Mais il a toujours bricolé. Et l'avantage de mon père, c'est que il n'a pas peur de travailler. Voilà, donc il faut construire un mur, il fait un mur. Voilà. Je me suis jamais amusé à faire un concours de pioche avec lui parce que c'est un travailleur. Donc on a tout fait en regardant des vidéos, en se renseignant à droite à gauche. Voilà, bon, on a tout fait. Et ça c'est bien fait, hein, nickel. Et voilà, donc je rachète un appartement. Quelle année? Mais là je l'ai acheté 2018, septembre 2018. Voilà, en fait je voulais repartir sur une petite villa. J'aurais pu y arriver à cette époque-là. Parce que je voulais avec ma fille quand même, elle avait 3 ans à l'époque, je la déracinais et je voulais quand même qu'elle ait un truc un peu sympa. Puis en fin de compte, je m'aperçois que si je fais ça, je m'endette à mort et que la vie serait hyper compliquée. On aurait peut-être une villa, mais ça serait hyper dur de vivre avec un peu de largesse, quoi. C'est quoi ta situation pro à ce moment-là? Ben moi, ma situation pro, elle n'a jamais changé parce que ça fait 20 ans que je travaille dans la même société. Ok. Donc à l'époque, j'étais en CDI, toujours. Voilà, nous, on vend du matériel vinicole. Voilà, une boîte stable, on est 8, familiale, ça tourne, signé. Ok. Parfait, quoi. Et donc voilà, je me dis, je vais prendre un crédit quand même un peu moins cher et essayer de vivre correctement. Donc j'achète un appartement, un peu dans son jus, mais pas. On refait tout, carrelage, cuisine, salle de bain, toilette. Pour vivre bien, c'est tout, hein. Et là me vient l'idée de me dire, il me reste un peu d'argent, je vais me faire plaisir. Je vais acheter un truc à la montagne. Voilà, je sais pas d'où l'idée me vient, mais ouais, j'aime bien la course à pied, le trail, tout ça. Donc je me suis dit, tiens, à la montagne, je ferai des belles balades. Tu mets combien d'apports là, sur les 80K que tu avais tu mets combien d'apports sur cet appart? Sur l'appart, je mets pas grand-chose. Je crois que je mets à peu près 15 000 euros, quelque chose comme ça. Je mets à peu près 15 000 euros. Et en fait, je mets beaucoup, c'est là l'erreur que je me rends compte maintenant, je mets beaucoup en assurance vie. Ok. En produit bancaire? Ouais, je rencontre un conseiller en gestion de patrimoine. En fait, je me rends compte qu'ils sont là plutôt pour te vendre des trucs pour que te conseiller vraiment. Donc, bon, on place en assurance vie. Et donc, avec le reste, je fais cet appart. Bon, sans beaucoup d'apports. La mensualité n'est pas élevée. À l'époque, je crois que j'emprunte à 1,2 ou 1,3, je ne sais plus. Donc, bon, voilà. Ouais, c'était ça à l'époque. Ouais, c'était ça, hein, donc tout roule. Je fais une recherche. Alors, je suis devenu un spécialiste, par contre, là, des stations de ski. J'ai tout fouillé. Je trouve un appart, une station qui me plaît bien. J'y vais. D'après mes calculs, ça a l'air d'être correct. Je pense que je serai à l'équilibre. Voilà. Donc, je me dis, c'est cool. Il me reste un peu de capacité d'endettement. C'est quoi comme appart? C'est un 28 mètres carrés. Il y a une chambre quand même, donc un T2. Voilà, donc j'y vais avec mes parents toujours parce qu'on est proches à ce niveau. J'y vais, on visite pendant 2 heures une dizaine d'appartements parce qu'il y en avait plein. On rentrait dans la station, il y avait des panneaux de partout. Donc je me suis dit, bon, on va visiter. On a visité. Et le soir, je fais une proposition sur le premier qu'on a visité dès qu'on est arrivé, qui était super. Enfin, il y avait une vue face à montagne, c'était nickel. Ma mère avait les yeux qui brillaient. Moi, ça m'a fait. Je me suis dit, ouais, ça va être cool, ils vont venir là. Voilà. Donc on fait une proposition. Enfin, je discute avec l'agent immobilier, il me dit, en fait, il revient à la vente, il était affiché à 74, il avait proposé 69, c'est parti. Donc j'ai dit, on va faire 69. Donc ok, ça passe. Voilà, on fait les travaux, le Covid arrive. Enfin, le Covid était déjà là, parce qu'on a acheté en été. J'ai eu les clés au mois de novembre, et là, ils ferment les stations. Enfin, pas les stations, mais les remontées de mécanique.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les remontées mécaniques fermées, interdiction de déplacement. Là, enfin, les remontées mécaniques, c'était en janvier. Et moi, j'ai eu l'appart en novembre. Interdiction de déplacement. Alors, on prend le risque avec mon père quand même. On prend la voiture, on va chercher les clés parce qu'elle était à l'agence en Savoie. On prend les clés, on va à l'appartement et on fait 10 jours de travaux. Où on dort dans l'appartement, dans la sciure, dans la poussière. On rénove tout, verrière, fait cuisine, pour que ça soit prêt en janvier. C'est prêt en janvier, je le mets en location et j'arrive à le louer correctement, la saison, avec des trous un peu moins chers, mais bon, voilà. Donc je suis très content de cet investissement. L'année suivante, je me spécialise en fait, je fouille, je travaille mon calendrier et en fait, j'explose les revenus. Est-ce que tu le loues sur quoi là, à ce moment-là? Eh ben, en fait, là, je le loue directement sur Airbnb et Le Bon Coin, surtout Le Bon Coin en fait. Le Bon Coin avec leur système de calendrier et tout ça ou complètement à part? Complètement comme une annonce classique. Ok. En fait, quasiment tout le monde fait ça Ouais. dans les stations de ski. Mettre une annonce à la semaine, du samedi au samedi, c'est hyper simple en fait. Tu mets des tarifs à la semaine, et les gens te contactent et tu fais des contrats. Voilà. Bon, quand même, j'avais un peu. Comment tu gères cette... Parce que moi, je le fais aussi un peu pour l'appart que j'ai au Portugal, tu vois, sur notamment juillet-août, pour maximiser et ne pas laisser des coms à Airbnb. Désolé si Airbnb m'écoute, je pense pas. Mais comment tu fais pour gérer Parce que moi, j'ai un contrat, effectivement, mais toi, parce que les gens, il faut qu'ils fassent confiance quand même, tu vois, avec toutes les arnaques que tu vois sur le Bon Coin. Tu veux dire que les gens n'ont pas confiance en toi, c'est ça? Ouais, de base, ouais. Oui, toi, en l'occurrence, bon, c'est toi qu'on paye, donc... Comment je fais pour qu'ils aient confiance en moi? J'ai maximisé j'allais dire les canaux. En fait, j'ai quand même Airbnb. Donc, Bon, là, il n'y a pas de sujet. Voilà, je leur dis, si vous voulez aller vérifier, vous pouvez aller là. Mais j'en ai pas beaucoup, en fait, qui ont eu des doutes. J'en ai eu une ou deux. Alors, des gens qui t'appellent directement, par exemple. Sinon, ça rassure. Voilà, ça rassure. Sinon, voilà, j'ai Facebook, Instagram, une page. Ok. Tu vois, les gens vont voir, ils voient bien qu'il y a des commentaires. Voilà, je pense que ça doit les rassurer à ce niveau. Tu prends un acompte à la réservation? Oui, en principe, je prends 30%. Et je propose même des fois des paiements 2 fois, 3 fois, parce que souvent, je suis loué 1 an à l'avance. Ouais. Et bon, voilà, tu vois, moi, j'ai toujours cet esprit de pauvre, entre guillemets. Et je me dis, ça c'est bien d'étaler les paiements, parce que la semaine à 1250 €, je me dis, moi, je me suis jamais payé de vacances au ski, tu vois. Ouais. C'est ce que tu loues, là, 1250 € en saison, la semaine. Ça, c'est février. Février. Février, tu as 4 semaines de vacances scolaires. Ouais. C'est 1250. Maintenant, parce que j'ai commencé à 800 en fait. Et je me suis rendu compte que j'ai perdu 2 ans parce que voilà. Mais bon, toujours pareil, c'était dingue de se dire il y a des gens qui payent cette somme-là. Quoi. Moi, je vais à l'autre bout du monde pour ce prix-là. Tu vois, t'as combien de mensualité sur cet appart? J'ai 270 €. Putain, c'est pas mal. Hein. Alors, il y a énormément de frais par contre. Hein, Ah. parce que les stations de ski, ça douille, notamment depuis l'augmentation de l'électricité. Et puis, il y a beaucoup de travaux aussi d'entretien du bâtiment parce que les bâtiments s'usent beaucoup plus vite. Par les skieurs aussi, hein, les voyageurs, mais aussi par les conditions climatiques. Hein. Donc cette année, avec l'augmentation de l'électricité, je crois que j'ai eu 2800 € de charge. Donc pour un petit 28 mètres carrés, ça fait quoi? Hein. Ouais, avec les lecs, avec Internet? Non, à Internet, après j'ai 300 €. Ah, ok. Non, là, je te parle que de charges copropriété. Ah, charge copro, ok. 2800 Quand €. tu dis électricité, c'est pas l'électricité de ton abonnement à toi? Non, là, elle est comprise dans les charges. Parce que fait, il n'y a pas. C'est la spécificité de mon immeuble, il n'y a pas de compteur individuel. Donc c'est là où j'ai vu un peu le tips qu'il y avait à prendre, c'est que les gens ne louent pas hors saison. Alors moi, depuis cette année, j'ai réussi à faire ça, enfin depuis l'année dernière, à attirer des gens qui viennent faire du télétravail. Et c'est là où en fait le rendement explose. Parce que ma première année, j'ai sorti 1000 € j'ai sorti à peu près 1000 € de bénéfice à la fin de l'année. Et cette année, je vais être à 6000 quoi, 3 ans après. Donc je me dis, c'est cool, j'ai le créneau. Voilà. Donc, entre-temps, je me suis dit, je vais racheter un appart dans la même station. Je maîtrise maintenant, c'est OK. Sauf qu'un an après, donc en 2019, 2020, un an après, il n'y avait plus rien à vendre. Post-Covid, forcément, sûrement les gens voulaient acheter, j'en sais rien. Il n'y avait plus rien à vendre. Puis un jour, je vais sur la base des notaires et je m'aperçois qu'il y a une dizaine de biens qui ont été vendus et j'ai rien vu. C'est là que j'ai commencé à comprendre un premier truc dans l'immobilier, c'est que en fait, il y a des ventes qui se font sans qu'elles passent sur les annonces, parce que j'avais des alertes de partout et j'ai jamais vu un seul bien passer en un an, et pourtant je les vois 6 mois après, parce qu'il y a du retard sur la base des notaires. Je vois qu'il y a eu des ventes. Donc là, cette fois, je contacte les agences immobilières, je leur dis appelez-moi quand il y a quelque chose, et en fait, ils m'ont appelé, sauf qu'on n'est plus dans les mêmes tarifs. Là, 2 ans après, mon premier achat, on est à 90 000 €, quoi, le même appartement. C'est très dur d'avoir un appartement en résidence de montagne, parce que c'est comme sur le littoral, c'est beaucoup de résidences de tourisme, gérées par les groupes Pierre et Vacances, Géolia et autres,
qui sont en bail commerciaux. Et donc, les gens n'arrivent pas à sortir. D'ailleurs, c'est un sujet, ça aussi. Les gens n'arrivent pas à sortir des bails commerciaux. Et j'ai intégré le conseil syndical pour essayer d'avoir les coordonnées de tous les propriétaires de mon immeuble. Donc, je me suis bougé quand même pour essayer d'avoir des trucs. Et j'ai réussi à avoir... donc, je suis membre du conseil syndical maintenant, donc j'ai toute la liste, parce que je ne connaissais pas mes voisins, en fait. Et je les ai tous appelés, un par un, pour savoir si quelqu'un vendait. Et j'en ai eu 2 ou 3 quand même. Bon, certains avec qui je ne me suis pas entendu pour le prix. Et un qui était OK pour me vendre au même prix que j'avais acheté il y a 3 ans. Ah ouais. Il était décorrélé. C'est un monsieur, bon, il a 80 ans. Ouais. Pas que je voulais l'arnaquer, c'est que je lui ai proposé ça. Il m'a dit OK, ça me va. En plus, je voulais sortir de Pierre et Vacances. Donc j'ai dit, faites une résiliation, tout ça. Il a fait tout, sauf qu'ils lui ont refusé. On peut faire une parenthèse sur le bail commercial justement dans ces résidences. C'est comme les résidences étudiantes, les fameux bails commerciaux en LMNP qu'on voit souvent sur les annonces. Et d'ailleurs, on les voit souvent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des annonces où les prix sont quand même assez plus bas que le reste sur le marché. Et donc, on clique souvent dessus parce qu'on se dit... Et bon, aujourd'hui, moi, j'y clique même plus parce que je sais que c'est une anomalie. Donc, on le repère très facilement. Et souvent, effectivement, il y a des services associés à ça. Et tu peux nous expliquer ce que c'est du coup ? Oui, alors c'est assez simple et ça paraît extraordinaire comme investissement parce que en fait, vous achetez un appartement un peu moins cher que le prix du marché. Vous ne faites plus rien à partir de là. C'est géré par un groupe. Alors, il y a des groupes très connus, Pierre et Vacances, on en parlait tout à l'heure, Geolia et d'autres. Et ils gèrent votre appartement en vous reversant un loyer annuel, fixe, et vous vous engagez sur des baux, en principe, qui sont de 9 ans, renouvelables. C'est un bail 369 classique, non ? Non, en principe, c'est 9 ans. C'est 9 ans ferme ? En principe, ça c'est quand c'est neuf. Quand Ouais. ils font quand ils font le bâtiment neuf, vous achetez souvent un VFA, tu t'engages sur 9 ans, et en principe les gens renouvellent encore 9 ans, et à partir de la deuxième fois, alors je ne suis pas un spécialiste pur, mais d'après ce que j'ai compris c'est ça, après tu as des périodes triennales. Ouais, comme un bail 369 classique. Mais ça fait déjà 18 ans que tu as donné l'exploitation, et là c'est encore plus l'arnaque quand tu achètes neuf. Alors je ne sais pas si le mot arnaque est... On va se faire censurer, attention. Ouais, mais bon, moi je le considère comme ça parce que je vois s'il y a des drames derrière en fait, d'après ce que j'ai compris. Ah oui, carrément. Ah ouais, surtout quand il y a des successions, là c'est la folie. Et donc, oui, alors ils vous proposent par exemple ce genre d'appartement, ils proposent 4 000 € à l'année. Donc je rappelle que moi, je fais 14 000 par exemple. Et là, ils vous proposent 4 000. Mais vous vous occupez de rien. C'est le principe de la sous-location, qui est très à la mode en ce moment sur la location courte durée. Hein. Ouais, c'est ça. Donc on vous dit 4 000, voilà. Sauf que 4 000, ça ne couvre pas votre échéance de prêt. Ça, en principe, ça ne le fait pas. Donc il faut remettre au pot quand même tous les mois. Bon, à la limite, vous pouvez le faire. Vous dites dans 9 ans, je revends l'appartement. Sauf que 9 ans après, vous ne pouvez pas sortir. Alors que c'est marqué. Vous nous envoyez une lettre recommandée, on arrête le bail. Sauf que ça ne marche pas comme ça, parce que la loi le dit et les protège, les bailleurs, enfin les exploitants. Parce que quand vous envoyez votre lettre de résiliation, ils vous disent... alors, soit ils vous disent oui, alors là, vous avez de la chance, c'est arrivé. Notamment le mien que j'ai acheté parce qu'il était libre de bail. Mais là, par exemple, le monsieur ils lui ont répondu, Pierre et Vacances, non, on n'est pas d'accord. Ils lui ont répondu 3 mois après. On avait le compromis, on avait tout fait. Moi, j'avais mis suspension, conditions suspensives, libération du bail. Donc, il fait ses lettres et ils lui répondent non, 3 ou 4 mois après. Et il renvoie la lettre en disant si, j'ai vendu. Hein. Et ils lui disent, d'après la loi, encore 3 mois plus tard, ils lui répondent, d'après la loi, nous sommes en droit de vous demander des frais d'éviction. Et là, ils l'ont chiffré. Frais d'éviction, c'est 3 ans de chiffre d'affaires. Donc 3 ans de chiffre d'affaires, ça fait 45 000 €. Donc moi, j'ai proposé 70 000 et lui, il doit payer 45 000 pour sortir. Parce que c'est 3 ans de chiffre d'affaires de Pierre et Vacances. De Pierre et Vacances, pas du chiffre d'affaires qu'ils font en le facturant à lui. Ah non, c'est là que vous apercevez qu'en fait... En le reversant à lui, je veux dire. Okay. Donc 45 000 €, forcément, il n'a plus envie de vendre. Il n'a plus d'intérêt du coup. Entre-temps, il a dû payer quand même 15 000 € de travaux. Parce que forcément, eux, ils vous disent au bout d'un moment, votre appartement, il est un peu vétuste. Maintenant, il a 10 ans, il faut faire des travaux. Travaux qu'ils font eux-mêmes. Donc, et ils font un coup de peinture, ils changent les ampoules, et c'est tout. Hein. Et ils ne vous font pas une rénovation comme nous, on l'entend. C'est le problème du neuf aussi. Hein. C'est que le neuf, c'est neuf quand tu l'achètes, mais ça se dégrade quand même aussi très vite, au final. Neuf qu'ils ont acheté 120 000 € ces appartements. Hein. C'est fou. Hein. 120 000 € il y a 20 ans. Moi, je l'ai acheté 70. Tu vois qu'il y a un problème. En fait, tout le monde gagne de l'argent, sauf le propriétaire. Ouais. Donc, c'est pour ça que quand je vois ce genre d'opportunité, il vaut mieux fuir, en fait, que d'acheter ça. Je vois pas l'intérêt, mais c'est masqué. Alors que tu vois, là, on n'a rien fait sur les murs. Hein. Ça fait 500 ans, il ne s'est rien passé sur les murs. Ouais, mais c'est pas pareil. Rien passé. Eux, les stations de ski, ça vit aussi. Hein. Mais c'est pareil sur le littoral, dans les campings, dans les résidences de tourisme en bord de mer,
De partout où il y a une résidence de tourisme, où les étudiants, les Résidence de EHPAD, service, ouais. tout ça, c'est la même arnaque. Bien sûr. Enfin bref, voilà. Du coup, j'ai loupé cet appart. Alors, il s'est passé 3 ans. Et depuis 6 mois, je suis en train de chercher une nouvelle façon d'investir parce que je me suis dit, la montagne, c'est mort. Alors, j'ai poncé le sujet de la montagne. Il y a 232 stations de ski en France. J'ai tout regardé. J'ai regardé les prix au mètre carré. Je me suis dit, je vais aller dans une autre. Mais en fait, c'est quoi là d'ailleurs là, tu peux la préciser, la station La station où je suis, c'est Valmeinier. C'est une station qui est reliée avec Valloire, en Maurienne, Savoie. Et ouais, c'est une petite station familiale. 160 km de piste. Ok. Ouais, c'est sympa. Et en fait, c'est plein. Voilà, c'est plein toute l'année. C'est plein un peu partout dans toutes les stations, sauf les grosses stations. Mais il y a des prix de fou dans les stations. Ça va jusqu'à 10 000 euros le mètre carré. Quoi. Oui, ça ne m'étonne pas. Comme à Paris, dans certaines stations. Donc c'est inabordable. Donc j'ai trouvé cette petite station qui était sympa. Mais j'ai voulu faire répéter l'opération ailleurs, dans d'autres secteurs. T'as pas trouvé. Ok. Je n'ai pas trouvé. Le problème, c'est que tu es bloqué par le rendement que m'apporte celui-là. Oui. Ça, c'est un premier blocage. Je me dis, c'est vrai. Je gagne ça, en fait, je vais faire ailleurs où je vais payer plus cher et je vais sûrement moins louer. Enfin, pas moins louer, mais louer moins cher parce que les stations sont un petit peu moins chères dans certains endroits. Et voilà, du coup, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de faire ça? En plus, je vais mettre les deux œufs dans le même panier, enfin, mes œufs dans le même panier. Oui. Un panier qui est assez risqué quand même parce que on n'est pas sûr qu'il y ait de la neige toute la vie. C'est ça. Ou du moins sur 1 an ou 2 peut-être. Il faut quand même le payer l'appart. Donc c'est pour ça que là, je suis en train de me dire, il faut que je change faut que je pivote, quoi. Faut que je change de cap et que je trouve autre chose. Donc là, du coup, quand tu te dis ça, c'est quoi ce autre chose que tu regardes? Est-ce que tu es dispersé? Est-ce que tu arrives à te focaliser sur un truc? T'as dit le mot. Là, je suis dispersé parce que je vais prendre un sujet, c'est-à-dire je vais prendre les immeubles de rapport. Alors je vais regarder. Puis finalement, je vais pas trouver. Puis je vais me dire, ah non, c'est pas la bonne idée. Alors, je vais regarder sur le littoral. Je regarde les studios. Attends, t'es pas loin de Béziers, tout le monde veut acheter à Béziers. Ouais, mais si tu veux, déjà Béziers. Alors, il y a un biais, c'est que Béziers, moi, j'aime pas du tout la ville. Il n'y a que les gens qui habitent pas à Béziers d'ailleurs qui achètent à Béziers. Ouais, mais alors ils ont jamais dû y aller. Ouais. Mais bon, c'est souvent le cas. Moi j'aime pas. Béziers, Perpignan, c'est pareil. C'est là où il y a des gros rendements. Ouais, forcément, c'est pas cher. Mais bon, la population n'est pas non plus pas chère. Voilà. Donc voilà, là j'ai même pas regardé. Enfin, si j'ai regardé, mais je suis pas allé plus loin. Et donc ouais, j'ai regardé les logements atypiques. Tu vois, je me suis dit, je trouve un petit studio, je vais faire un truc sympa, vu qu'on fait tout nous-mêmes, on va réussir à bien faire quelque chose. Mais je me dis, je vais faire un logement atypique à Montpellier. Je sais pas, j'ai pas les moyens. À Montpellier, c'est trop cher. Je vais pas le mettre au fond de la Creuse. Voilà, donc en fait, plus j'ai d'infos, et on peut pas dire que je reste assis sur ma chaise tu vois, parce que souvent on dit, vous bougez pas, vous trouvez pas des biens parce que vous faites rien. Ben, c'est pas mon cas, je peux le dire. J'y passe des heures à chercher, à fouiller, mais finalement j'ai l'impression que je fouille trop et que je cherche trop, et au final j'ai trop d'infos. En fait, à chaque fois que j'apprends un truc, j'ai l'impression que c'est un nouveau frein et pas un nouvel acquis. Oui, parce que ça te remet un doute. Ah oui, j'ai une nouvelle alerte quoi, qui se déclenche. Ok. Alors, si tu veux, ce que je te propose, c'est que je vais te poser quelques questions et on va essayer de déterminer une stratégie globale, et en fonction, parce que c'est comme ça qu'il faut fonctionner, c'est-à-dire que tu définis vraiment une stratégie à long terme, et en fonction de la stratégie que tu as à long terme, des objectifs que tu veux atteindre à long terme, et le terme, il est défini aussi par un horizon d'investissement, donc c'est objectif plus horizon, tu te dis, ok, comment je fais pour y arriver? Et c'est là que tu dessines le chemin. Le truc, c'est que sans destination finale, tu peux pas tracer un chemin. Si tu sais pas où tu vas, tu mets quoi dans Waze? Tu vois, dans la voiture, si tu sais pas où tu veux aller, tu n'as pas d'adresse à mettre, tu n'as rien, donc Waze il va pas te filer de chemin, il va te dire d'abord, déjà, sois sûr de là où tu veux aller, et après je t'emmène où tu veux aller. J'aime bien faire des métaphores comme ça. Elles me viennent sur le Elle est claire au moins. Et donc du coup, c'est quoi aujourd'hui pour toi, le sens que tu donnes à l'investissement immobilier et l'objectif que tu as avec l'investissement immobilier? Exemple, est-ce que c'est arrêter de bosser parce que ça te saoule d'être salarié? Faire un complément de revenu parce que tu as envie de kiffer un peu plus ou de te faire des plaisirs que tu peux pas t'offrir aujourd'hui? Est-ce que c'est juste parce que tu aimes créer, rénover, parce que tu as quand même rénové une maison, tu vois, de tes mains? Certes, pas tout seul, avec un peu d'aide de ton père, machin, etc. Mais tu l'as fait. Oui, et t'as kiffé. Ouais, voilà. Oui, j'adore ça. Donc, tu vois, et donc, est-ce que tu as ce sens de la création et de la créativité aussi qui dit, ok, j'achète un truc, je rénove, ça me fait kiffer? Moi, c'est mon cas, par exemple, tu vois. Des fois, les trucs, je sais pas pourquoi je les achète, mais je kiffe les rénover. Et je sais pas si je vais les revendre, les garder ou pas. Mais j'aime faire ça. Oui, bien sûr, je vois. Et c'est pas bien, c'est pas une bonne décision. C'est-à-dire que moi, j'achète et je réfléchis après. Mais là, je te dis, il faut faire l'inverse. Donc,
est-ce que aussi, c'est juste pour créer du patrimoine? Ça peut être une solution. Si c'est pour créer du patrimoine pour demain, pour la retraite, parce qu'on sait que plutôt que d'aller lever une pancarte dans la rue en disant à l'État, donnez-moi un peu plus de retraite parce que j'ai envie d'arrêter de bosser plus tôt, est-ce que toi, tu as ce mindset de te dire, non, moi je suis conscient, j'imagine que oui de toute façon, mais je suis conscient que l'État va pas me filer à bouffer pour la retraite ou va me filer de moins en moins plus ça va aller, donc j'ai envie de me la construire moi-même, un peu à l'américaine, c'est le modèle d'ailleurs à l'américaine, tu as très peu de cotisations, certes, mais tu n'as aussi rien à la sortie, quoi. Donc, c'est quoi tes objectifs à toi? Et après, dis-moi, c'est quoi l'horizon? C'est-à-dire que si tu veux arrêter de bosser, par exemple, si c'est un des objectifs, c'est quoi l'horizon? Est-ce que c'est dans 5 ans, 10 ans, etc.? Alors pour répondre à ta dernière question, est-ce que j'ai envie d'arrêter de bosser? Pas vraiment. C'est pas un objectif parce que je te disais, nous c'est une boîte familiale. Et franchement, c'est top. Ça fait 20 ans, j'ai zéro pression. Tout va bien. Alors justement, c'est parce que j'ai zéro pression, que tout va bien, que c'est un peu ennuyant en fait. Et donc, c'est pour ça que je trouve des trucs un peu pimentés à côté, excitants, tu vois, d'essayer de faire un peu d'immobilier pour me faire kiffer. Parce que j'aime bien, comme tu disais, rénover, remettre des trucs en état, m'occuper de quelque chose, voilà, parce que j'aime bien ça. Donc, arrêter de travailler, non. Alors, si du jour au lendemain, je deviens tellement riche que je peux m'arrêter de travailler, je vais peut-être sûrement pas me refuser la proposition, tu vois. Mais c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est surtout, tu vois, on me l'a demandé récemment, mais pourquoi tu fais tout ça? Je fais pas grand-chose, mais pourquoi je passe autant de temps à fouiller, à chercher? C'est parce que je ne supporte pas rester à rien faire. C'est-à-dire que j'adore rien faire des fois, c'est-à-dire regarder la télé, voilà. Mais quand j'y suis depuis un moment, je me dis, attends, mais là, tu viens de perdre 1 heure et ça m'angoisse, en fait. Ça m'énerve, tu vois. Quand on me dit, pourquoi tu te lèves à 6 heures? Pas que je me lève à 6 heures, c'est parce qu'au bout d'un moment, j'ouvre les yeux une fois, 2 fois, et j'en ai marre, quoi. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester, tu vois, j'ai posé 15 jours de congé, j'ai repris à travailler hier. Parce que j'avais rien de prévu. Alors, je vais faire quoi? Alors, j'aime bien courir, tout ça, bon. Mais c'est bon, je peux courir 1 heure dans la journée ou 2 heures, mais je peux travailler aussi. Donc, je ne vais pas dépenser des congés, je préfère les garder, tu vois, pour aller visiter un appart, par exemple. Donc je me dis, je vais reprendre plus tôt. J'ai repris hier, j'ai gardé ce jour de congé pour venir, parce que c'était intéressant pour moi, mais sinon je serais allé travailler, parce que je n'avais rien de prévu, tu vois, j'avais pas de rénovation, j'avais rien à faire à la maison. Voilà. Mon but à moi, c'est de ne pas arriver à 60 ans et de me dire, les 20 dernières années, tu n'as rien fait. Ce que j'ai fait un peu entre 20 ans et 30 ans. Tu vois, quand j'étais locataire, que j'ai rien fait de spécial, j'ai fait des voyages. Ah, par contre, j'ai fait des trucs, j'ai fait des voyages, voilà, c'était super, mais arrivé à 30 ans, j'ai acheté la maison, et quand je me suis séparé à 40 ans, je me suis remémoré ce que j'ai fait de 20 à 30 ans, et je me rappelais plus, en fait. Et je me suis dit, c'est fou, j'ai perdu 10 ans. J'ai l'impression d'avoir perdu 10 ans, alors que c'est pas vrai, j'ai fait des trucs. Mais j'ai cette impression au fond de moi de perdre mon temps si je fais rien. Et en même temps, ça va m'apporter un peu de monnaie, quoi, entre guillemets, et pour faire de nouveaux projets, de nouveaux investissements, tu vois, j'ai investi dans des startups, des fois, j'ai fait plein d'investissements. Mais j'ai jamais rien eu en retour sur investissement. Toi, on parlait de Finari que tu reçois, tu as reçu Mounir, j'ai investi dans cette société. Moi, je me dis, super, un jour, ça va, enfin, j'y crois, ça. Mais bon, ça va être dans combien? 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être jamais. Ouais, le temps du private equity et de l'investissement dans les startups, il est très très long et il est très 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 risqué. Risqué, alors j'ai mis des petites sommes, mais j'ai mis des graines par-ci par-là, tu vois. J'en ai mis en crypto, j'en ai mis en assurance, j'ai fait des petits trucs, quoi. Et pour l'instant, j'ai rien. Oui, et puis bon, en fait, ça ne te crée pas d'activité. Non, ouais, donc, une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis quand tu n'as plus de pognon à mettre, tu fais quoi? Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Bon, clairement, tu as répondu déjà à une première question qui était un peu ce que je pressentais. Effectivement, t'aimes créer, t'aimes rénover, t'aimes t'occuper le corps et l'esprit. Déjà, moi, il y a un truc qui me saute aux yeux, c'est que tu peux pas investir très loin de chez toi. Parce que là, si tu veux mettre la main à la pâte, mais 4 heures. J'ai mis une semaine pour faire 4 heures, c'est combien de frais de déplacement, de péage, d'autoroute, machin, de bagnole, tu vois? Oui. Et en fait, quand tu as oublié ta perceuse, tu fais quoi? Tu vas en acheter une autre? Enfin, tu vois, parce que tu vas pas faire 8 heures de bagnole pour aller rechercher un outil que tu as oublié. Et puis, j'avais calculé que les travaux, c'était 10-15 jours. Ouais, et au final... On est resté sur place, on a fait 10-15 jours, bon, c'est bon. Après, on est revenu, on a fait quelques retouches. Mais tu peux être surpris, parce qu'il y a des chantiers où ça se passe pas voilà. Comme ça. Là, moi, c'était nickel. Enfin, c'est de la rénovation basique. Il n'y avait rien de très compliqué. Mais effectivement, si je dois faire une grosse rénovation, et en plus, là, je me demande si je vais trop la faire, parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, mon père il a 70 ans. Donc,
Même si lui, il est toujours motivé, je n'ai pas envie de le balancer là-dedans. Donc je me dis, non, mais je peux mettre la main à la pâte, mais ça ne va rien avoir avec ce que j'ai su faire il y a quelques années. Donc il faudra quand même que je fasse faire. Tu prévois une poche de délégation oui, évidemment. Pour tout ou partie, mais ça c'est sûr. Du coup, là, en dehors de l'objectif ça c'est un objectif très court-termiste en fait, le fait de s'occuper l'esprit, etc. C'est, tu vois, là tu parles de tes congés de cette semaine, c'est vraiment très court-termiste. Mais dans le temps, donc toi j'ai compris, tu n'as pas besoin de jouir de l'argent, parce que du coup, t'es salarié, ça te va très bien et tu as envie de le rester. Et en plus, ça te permet d'avoir du temps pour justement t'occuper l'esprit. C'est juste qu'il faut trouver quelque chose pour le faire. Mais est-ce que tu as Parce que quand tu consommes beaucoup de contenu sur Internet, et moi je le vois, il y a des prospects qui viennent nous voir sur l'investissement clé en main, qui sont passés par des formations, des trucs, etc. Ils ont une image assez biaisée de l'investissement immobilier et du rendement d'un investissement immobilier, de ce que doit être le rendement d'un investissement immobilier. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vague de formateurs et de youtubeurs qui ont surfé sur une vague qui a surfé sur la vague, enfin plutôt des formateurs qui ont surfé sur la vague du cash flow à gogo. Pourquoi ? Du fait que l'argent était gratuit, ou quasi gratuit. C'est juste ça en fait. C'est une mécanique financière que ne maîtrisent pas trop les gens qui n'ont pas fait d'économie, grosso modo, qui fait que comme l'argent étant pas cher, comme l'inflation étant inexistante, etc., du coup le pouvoir d'achat augmente. Et donc forcément ton cash flow, lui, va augmenter. Voilà. Mais c'est tout en fait. Le cash flow, c'est du pouvoir d'achat. Mais c'est une mécanique économique macro qu'on personne ne maîtrise en fait, tu vois, enfin pas nous en tout cas. Donc fort de ça, beaucoup se sont dit, si mon investissement il fait pas plus de 10% de rendement net, c'est nul. S'il fait pas tant de cash flow par mois, c'est nul. Bon déjà le cash flow il est hyper dépendant de l'apport que tu mets au départ. Parce que si tu mets tout en apport, ton cash flow, parce que le cash flow, c'est vraiment un terme de finance, quoi. Et en fait, le cash flow, ça ne veut pas forcément dire le cash que tu récupères vraiment chaque mois. Il y a plein de notions de cash flow différentes. Il y a le cash flow, il y a le free cash flow, il y a plein de trucs. On ne va pas rentrer dans les détails financiers. Mais en fait, si tu achètes un appart 100% avec de l'apport, tu feras du cash flow beaucoup plus qu'avec un levier financier. Mais pourtant, ton rendement sur les fonds propres, qui est vachement important, c'est-à-dire les fonds propres que tu mets, à combien ils vont travailler sur 10 ans, 15 ans, etc., lui, il sera dégradé parce que du coup, tu n'auras pas l'effet de levier quand tu achètes 100% cash. Donc en fait, c'est une juste mécanique qu'il faut trouver entre l'effet de levier que tu mets, le montant de l'apport que tu mets et l'effort d'épargne que tu peux ou que tu ne veux pas faire chaque mois ou le cash flow que tu veux ou que tu ne veux pas faire chaque mois, etc. Mais si tu veux s'arrêter juste à la notion de cash flow, je trouve que c'est hyper réducteur. Et donc, il faut faire attention à ça. Ça, c'est un premier truc. Je pense que tu ne l'as pas forcément en tête parce que du coup, tu n'as pas forcément envie d'avoir des trucs à gros cash flow. J'ai compris parce que toi, tu veux plutôt créer du patrimoine et t'occuper un peu l'esprit. Donc, partant de là, ce qu'il faut savoir et ce dont moi j'ai besoin pour avancer, c'est le timing, j'ai compris, c'est le plus tôt possible. 2, c'est quoi l'apport que tu es prêt à dédier aujourd'hui à un ou plusieurs projets ? Et c'est quoi, par exemple, les types de biens que tu exclus, maintenant que tu as regardé un peu tout, que tu peux exclure déjà ? L'apport que je peux mettre, en fait, moi, de l'apport disponible immédiatement, sur un livret, il y a 15 000 euros, un petit peu moins. J'ai encore une quinzaine de milliers d'euros sur un compte parce que c'est bloqué. Enfin, c'est pas bloqué, non, c'est un genre d'épargne. Assurance vie, je crois. Oui, c'est ça, c'est une assurance vie. Et puis après, j'ai une grosse poche, un peu plus de 40 000 euros, qui est en assurance vie aussi. Donc tout ça est débloquable. Maintenant, voilà, après, ça fait partie de la stratégie, savoir s'il faut tout sortir, s'il faut quand même en garder. Enfin, je pense que pour ma sérénité, il faudrait que j'ai un matelas derrière moi. Ma deuxième question, c'était donc ça c'est la deuxième, c'était l'apport. La troisième, c'était est-ce qu'il y a des biens aujourd'hui ou des typologies de biens sur lesquels tu ne veux pas aller compte tenu de toute l'exploration que tu as faite là depuis quelques mois ? Que je ne veux pas aller, non, pas vraiment. Je vois pas des points noirs. Moi, j'ai toujours fait de la location courte durée, de vacances. Donc, c'est hyper simple pour moi à gérer au niveau de l'esprit, parce que c'est par semaine, les gens s'en vont. J'ai toujours eu peur de ces impayés, tu vois. Par exemple, des locations longue durée. Alors, c'est pour ça que ces derniers temps, j'avais regardé un peu les petits immeubles, tu vois, de 2 lots ou 3 lots, pour me dire, s'il y en a un qui ne paie pas, j'ai au moins les deux quand même, j'arriverai à couvrir, tu vois. Tu vois, c'était cet état d'esprit que j'avais. Voilà, parce que je crois que je le vivrais très mal, un impayé, tu vois. Parce que je trouve ça pas correct. Voilà. Non, je ne suis pas quelqu'un comme ça, donc ça me plairait pas. J'aurais beaucoup de mal, même si c'est une petite mensualité, j'aurais beaucoup de mal à le vivre. Mais bon, je ne m'exclus pas, une location longue durée, en nu ou en meublé, non, je ne l'exclus pas. Voilà, il faudrait qu'on me l'explique comme il faut, quoi. Ok.
Comment tu les gères, tes locations courte durée notamment parce que t'es pas là-bas, t'es pas sur place. Ouais, je gère tout ce qui est administratif et je délègue le ménage. Voilà. J'ai une boîte à clés connectée, donc j'envoie les codes chaque semaine avec un guide d'accueil que j'ai fait, avec des activités à faire. Tu vois, mercredi, j'envoie ça. Et la femme de ménage envoie le planning. Elle passe une fois dans la semaine, voilà. Elle met un panier d'accueil et puis elle fait le ménage. Il y a quand même une différence, je pense, entre. Moi, je fais toujours la différence entre la location saisonnière, type station Oui. balnéaire, station de ski, autre, et la location courte durée. Comme on est là, par exemple, où les mecs peuvent venir pour, exemple, c'est 2 nuits minimum, mais ils peuvent venir pour 2 nuits, 3 nuits. Et en moyenne, on est sur 3 nuits. Donc 3 nuits, c'est quand même 2 fois plus de rotation que quand tu loues à la semaine. Ah ouais, c'est plus la Et, règle. voilà. Et surtout, la typologie des prestataires n'est pas la même parce que dans les stations balnéaires, stations de ski et autres, finalement, les prestataires, ils ont l'habitude de faire ça parce qu'il n'y a que ce type de location quasiment pendant ces périodes-là. Donc pendant ces périodes-là, tu sais que tu as une armée de prestataires et si tu en as un qui est défaillant, tu en as un autre. Dans les villes comme Montpellier, Toulouse, pour des villes qu'on connaît, ou d'autres grandes villes de France, ou même en dehors, à la campagne aussi, finalement, les prestataires de ménage ne sont pas du tout les mêmes. Tu vois. Et c'est des gens qui peuvent aussi faire des ménages chez des particuliers. Tu vois, et donc, du coup, ils sont quand même plus volages. Et c'est quand même compliqué de trouver des gens assez fiables si tu veux le gérer en direct et pas passer par une conciergerie. Parce que passer par une conciergerie, ça veut dire laisser 25% de ton CA à la conciergerie pour qu'elle gère notamment tous ces sujets, dont les prestataires de ménage, que tu payes aussi. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une conciergerie, quand on te dit ça coûte 20 à 25%, c'est hors ménage. Le ménage, tu le payes en plus. Donc au final, c'est plutôt 35%. Donc faut faire attention, je pense, aux locations courte durée quand même dans les villes quand tu es habitué à la location saisonnière, parce que c'est pas du tout le même business. Pas du tout. Donc ça, il faut faire hyper gaffe. Ensuite, je vais revenir sur une question qui était relative plutôt à l'épargne. Donc 15 000 euros d'épargne pour faire un projet aujourd'hui, c'est correct. Tu peux le faire. Il n'y a pas de problème, sans toucher au reste de l'épargne. Donc je pense qu'on peut arriver à trouver un projet demain, là, dans les semaines ou mois qui viennent, avec 15 000 euros d'épargne. Mais ce sera peut-être pas un immeuble, ce sera peut-être pas un gros truc, etc. Mais en fait, souvent, j'ai l'impression que les gens veulent tout de suite un truc trop gros, tu vois, parce que immeuble de rapport, c'est trop bien, parce que je suis seul maître à bord, etc. Ouais, t'es seul maître à bord de ta toiture aussi quand elle a pété, hein. T'es seul maître à bord de ta façade quand la mairie t'oblige à la faire. T'es seul, enfin, tu vois, il y a plein de... Face au problème, t'es seul. Ouais, t'es seul aussi, et t'es seul à payer tout le temps. En copropriété, t'es pas seul à décider, et du coup, tu décides pas tout seul, c'est impossible, mais par contre, tu payes pas tout seul non plus. Donc, tu vois, c'est l'avantage. Et tu peux aussi diluer ton risque. Voilà. Et puis, il y a des notions que t'as pas besoin d'avoir. C'est-à-dire, t'as pas besoin d'avoir de notion de gros œuvre pour acheter en copropriété. Si tu achètes un immeuble, et je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui font ça, qui achètent un immeuble de rapport, hein, pour prendre le terme utilisé qui fait rêver tout le monde, et que tu n'y connais absolument rien en charpente, en toiture, en maçonnerie et d'autres typologies de grosses œuvres, et que tu en plus, ça t'est même pas venu à l'esprit de te dire, parce que les apparts étaient trop cool, trop bien, que le cash flow était à gogo et tout ça, je vais monter sur le toit, enfin je vais faire, pas toi, mais je vais faire monter quelqu'un sur le toit pour qu'il me check tout, qu'il me fasse un devis, quelqu'un en qui j'ai confiance, qui va pas me dire oui, il y a tout à refaire juste pour la refaire, mais qui va me dire les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là, qui ont acheté des immeubles de rapport, sans même penser qu'il y avait une toiture au-dessus, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, c'est un risque. Donc c'est ce genre de risque. Et est-ce que, donc en face de l'apport, le autre nerf de la guerre, c'est le levier que tu vas aller chercher, le levier de financement. Aujourd'hui, ta capacité d'endettement, est-ce que tu la connais? Ma capacité d'endettement, elle doit pas être énorme parce que la dernière fois que j'y suis allé à la banque, le problème de... Enfin, tu parles de capacité d'endettement, c'est-à-dire de reste Combien la banque pourrait te prêter aujourd'hui? sans les revenus locatifs. Sans les loyers en face, par Ouais, exemple, sans les et loyers après en on face. peut projeter avec des loyers. Je pense qu'il y a quelque chose comme 100 ou 150 euros. Hein. Par mois de mensualité? Ouais, je pense parce que moi, je suis allé la dernière fois, bon, ils pouvaient me prêter 300 ou... Non, je crois que on était à 400 et quelques euros parce qu'il y avait les loyers en face. Le projet que je leur avais soumis, il y avait les loyers en face. On peut se parler des chiffres ou pas? On peut se parler de tes chiffres, les revenus, Ouais, machin, ouais, tout ça, bien on fait sûr. des calculs? Ouais. C'est quoi tes revenus aujourd'hui? Alors, je touche 2600 euros environ, parce que ça varie un petit peu. C'est environ ça. Net? Là, je te parle en net, ouais. Loyer, j'ai 690 euros. 270 loyer de l'investissement, enfin le remboursement de l'appart en montagne. Pourquoi tu dis loyer? Parce que Enfin, loyer, mensualité, crédit, je parle mensualité, ouais. je dis loyer parce que c'est là où j'habite. Ouais. Mais mensualité de crédit pour ma résidence principale. Ouais. Et 270 pour le remboursement de l'investissement.
Oui, mais qui est en face, du coup, parce que dans tes revenus nets, t'as pas les limos Non, je te parle de mes revenus salariés. salariés. Hein, ouais. Et en IMO, tu disais, du coup, tu faisais 6 000 par an, donc 500 euros par mois de plus net. Ouais, cette année, oui. L'année prochaine, c'est parti sur le même rythme, mais bon, voilà, ça risque de fluctuer, quoi. Mais je pense que là, je suis arrivé au maximum. Je pense que j'aurai jamais plus que ça. Et en brut, ça te fait 15 000 14 000, tu disais? En brut, ça fait 13 000. Ouais, ça fait un peu moins de 14 000. 14 000, sachant que grosso modo, une banque va te prendre 70% de ça. Ouais, alors là, c'était folklore quand je suis allé présenter les chiffres à. Alors j'ai fait comme tu as dit dans ton livre. Je Dis-moi. suis allé j'ai bien Je couperai si jamais présenté. Non, j'ai bien présenté, j'ai bien mis les chiffres. En fait, j'ai tellement bien détaillé, tu vois, encore un problème, c'est tellement bien détaillé qu'ils n'ont rien compris. Enfin, pas qu'ils n'ont rien compris, mais c'est-à-dire que eux, et ça rentre pas dans leur case. Ouais. Ils m'ont demandé quel est le loyer mensuel. Mais il n'y a pas de loyer mensuel, c'est une location saisonnière. Donc, alors là, sur le coup, j'ai pris un papier, enfin, il y avait tout de marqué. Hein. Bon, franchement, l'interlocuteur, là, il était vraiment mauvais. Ils n'ont rien compris. Tu as vu dans mon livre aussi que quand tu avais un interlocuteur comme ça, des fois, il fallait pas chercher, il fallait se lever et aller en chercher un autre. Et ben en fait, elle s'est levée, elle est allée chercher le directeur. Ah, c'est elle qui s'est levée. Voilà. C'est bien, Donc lui, ça allait plus vite. Même si lui non plus, il n'arrivait pas à rentrer dans sa case parce que lui, il voulait un loyer mensuel. Il le prend, il le divise par 12. Voilà. Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, je divise par 12. En fait, ça fait 1 050 euros par mois de loyer. Alors là, grosse alarme chez eux parce qu'ils disent, c'est pas possible. Tu es dans un bled où il y a 300 personnes, tu peux pas louer un 28 mètres carrés, 1 050 euros. Ben, je dis, oui, mais c'est ce que vous me demandez. Donc, elle me dit, non, mais on va faire comme si c'était un montagnard qui vivait là-haut. Ben, je dis, je sais pas, moi, il va payer 300 ou 400 euros par mois, peut-être, mais il fera pas plus. Ah, ben ça nous va. Alors là, voilà. Mais du coup. Alors, tu sais ce qu'on va faire ? Admettons qu'on ait un banquier plus compréhensif en face, on va prendre 50% d'abattement. C'est quand même déjà beaucoup, hein, 50% d'abattement sur ses loyers. Donc tu me disais, ça fait grosso modo 1 000 euros par mois. Donc ça te fait 500. Okay, donc c'est équivalent à tes 500 de net. En fait. Donc on va considérer que le banquier considère que tu as 2 600 euros net de revenus salariés plus 500 euros de loyer. Okay, ça fait 3 100 euros. 3 100 euros, c'est tes revenus mensuels aujourd'hui. Tes charges, elles sont de 700, 900, 960 euros. C'est ça ? 690 plus 270. Oui, c'est ça. Ça fait... Bon, après, il y a les assurances de prix et tout, mais bon, ça ouais, mais ça, ils ne le considèrent pas dans l'endettement. Parce que justement, c'est pour ça qu'ils abattent. Quand on te dit on prend 70% du loyer, etc., ça fait partie de l'abattement. Ça comprend la vacance locative, les risques, les charges, les machins de foncier, etc. Donc là, on a pris 50%, nous, d'abattement, au lieu de 30% d'abattement, ce que fait une banque standard. Moi, par exemple, je travaille avec une banque qui considère 90% des loyers. Tu vois, elle prend 90% des loyers, elle prend pas 70%, voilà. Donc, en fait, forcément, c'est pas la même chose. Ça augmente vachement ta capacité d'endettement. Donc aujourd'hui, alors là, par contre, de tête, bon, je peux le faire grossièrement, mais j'ai pas de calculette sous la main. Mais grosso modo, 960 sur 3100, tu es à peu près à un tiers d'endettement. Hein. Enfin, un peu moins d'un tiers d'endettement. Un peu moins. À 29%, 30%, je pense que tu dois être. 30%, ouais, c'est ça. C'est ça. Merci pour ma calculatrice. Voilà, donc on est à 30%, un peu moins d'un tiers. Donc, grosso modo, tu n'es pas très loin des 35% qui sont la norme de la HCSF. Ok, bon. Sachant ça, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Soit tu trouves un investissement qui est hyper cash flow positif et donc du coup ça va te régénérer une capacité d'endettement supplémentaire qui va te baisser mécaniquement ton taux d'endettement pour arriver à 35 avec cet endettement-là, enfin cet investissement-là. Mais avec des taux à 4%, franchement c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible d'aller chercher un projet à sur-cash flow positif avec des taux à 4. Pourquoi ? Parce que c'est juste mathématique. Admettons que ton projet il soit à 7% net, 7% de rendement net, bah déjà tu en laisses 4% de frais financiers. Enfin, tu vois, donc au final, il te reste plus que 3 points. Mais bon, après, 3 points, c'est pas ça qui va te faire, tu vois... Oui, ça va pas changer la taille de l'investissement, c'est pas ça qui va te changer ta vie ou autre. Donc, ou qui va vraiment améliorer ta capacité. Donc, pour moi, aujourd'hui, la problématique, elle est dans la... Soit tu trouves ce genre de bien, mais pour moi, c'est impossible. Soit elle est dans la structuration. C'est-à-dire que qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui ? Ce qui te bloque, c'est de ne pas trouver le bon projet. Mais ça, j'ai envie de dire, ça peut se faire très facilement. Tu vois, on va recentrer sur un projet donné, une typologie de bien, et puis après, il suffit juste de se lancer et de se dire, vaut mieux faire ça que rien faire. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, tu procrastines, et donc du coup, tu fais rien, tu te disperses, et tu as juste perdu du temps de capitalisation. Ce que j'ai fait depuis 3 ans. Voilà. Donc là, ok, on se dit, bon,
on a 15 000 d'apport, on va rentrer ça dans une matrice et un tableur avec lequel on a l'habitude de travailler. Tu as 15 000 d'apport. On sait que le but, c'est d'être à l'équilibre pour pas que ça vienne encore impacter en plus ta capacité d'emprunt de manière trop importante. On va essayer d'être à l'équilibre et donc de ne pas trop faire d'efforts d'épargne par mois. Parce que là, l'autre question que je t'ai pas posée, c'est est-ce que tu es prêt à faire de l'effort d'épargne? Parce qu'aujourd'hui, avec des taux à 4%, on en est là. La plupart des investisseurs font des efforts d'épargne, mais investissent quand même. Parce que quand toi, tu fais 50 € d'effort d'épargne, ton locataire, il en fait 400 à côté. Ouais. Tu vois, donc en fait, la puissance de l'immobilier, elle se valorise vraiment sur le long terme. Elle se valorise pas sur « Ah oui, mais ça me coûte 50 € par mois. » Tu comprends? Oui, mais 50 € à toi, mais ça te rapporte combien? Tu vois, Oui. on parle d'investissement, on parle pas de coût. Mais là, dès qu'il faut mettre un peu la main à la poche, les investisseurs disent « Ah oui, mais ça me coûte. » Et puis on a été mal habitués. Et on a été mal habitués. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce que toi, tu es prêt à faire un effort d'épargne? Si oui, quel est-il? Est-ce que tu as une capacité d'épargne aujourd'hui? Capacité d'épargne, c'est toujours pareil. Quand tu regardes ton compte, tu te dis, mais quand même, tous les mois, j'arrive à zéro. Même si je fais C'est-à-dire que je rembourse ma mensualité, pas avec l'argent que je génère avec l'appartement, mais je la rembourse avec mon salaire. Oui. La mensualité de ta RP, tu dis? Non, de mon investissement immobilier. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai fait 2 comptes et je me suis dit, en fait, tant que je peux payer, enfin, les revenus que je me génère à l'appartement, je les mets de côté. Donc, c'est pour ça que j'ai investi dans Finari. Parce qu'en fait, cet argent, au lieu d'avoir 15 000, j'aurais dû avoir 25 000 Okay. tu vois, sur mon compte. Donc, tu as réinvesti le cash flow que te générait cet de temps en temps, j'ai mis des billes par-ci, par-là. Okay. C'est pour ça que là, je me dis, bon, c'est bien, mais c'est dommage parce que le compte, il n'a pas grossi. Enfin, il n'a pas grossi. Il a regrossi et je peux avoir de nouveau un apport, mais pas énorme. Mais je pourrais aussi m'en servir de ces revenus pour payer l'appartement. Donc ça me permettrait de gagner ces 200 €, 270 € que je paye tous les mois. Voilà, c'est un équilibre à trouver. Alors tu me dis, est-ce que je suis prêt à faire un effort d'épargne? Oui, on est toujours prêt, mais là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que je ne vais pas avoir beaucoup de levier, quoi. C'est-à-dire, comme tu disais, 50, 100 €, ça va être, je pense, le maximum. Mais c'est déjà pas mal, parce que souvent on arrive sur des petits projets, c'est pas péjoratif, mais en fonction de... Voilà, en fait, on va tout calibrer en fonction de l'apport. Parce qu'aujourd'hui, une banque, elle demande... Alors oui, on voit passer des trucs. Oui, ouais, ça se fait encore, emprunter avec 3% d'apport, avec 4 € d'apport. Non, mais il faut arrêter. Enfin, ça se fait. En fait, tu le mets, juste quand ça arrive, tu le publies. Voilà, mais dis-toi que tout ce qui arrive à côté n'est pas publié sur les réseaux. Ouais. Donc, en fait, aujourd'hui, une banque, si elle est un petit peu bien câblée, et l'investisseur aussi en soi, il met au moins 10% d'apport. Voilà, c'est le minimum. C'est le minimum parce que la banque ne peut plus aujourd'hui se permettre de payer des frais qui ne rentrent pas dans la valorisation du patrimoine. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Quoi. Oui. C'est mettre en danger l'investisseur. J'en ai déjà parlé plein de fois dans le podcast, je vais pas en reparler, mais voilà, où j'en parle à tous les prospects qui viennent nous voir, c'est pas possible. Une banque, c'est pas son rôle. Même si elle se couvre, etc., s'il y a un risque, elle veut vendre et qu'elle puisse vendre très vite en remboursant le capital à la place de l'investisseur. Mais si elle vend bien moins cher que le prix du marché, du prêt, non, du marché et donc du prêt aussi, voilà, ça va être compliqué. Donc du coup, ce qu'on pourrait se dire aujourd'hui, et ce que moi je suggérerais dans ta situation, c'est de se dire, on va déjà sur un investissement en copropriété, parce qu'en fait, avec 15 000 € d'apport, grosso modo, si on considère que c'est 10% d'apport, tu vas être à peu près sur un investissement global en dessous 150 000, parce qu'il y a des frais, hein. Il y a les frais de notaire, le machin, tout ça. Donc on va dire plutôt pour être confortable, un investissement autour de 120 000 €. Il faut voir ce qu'on peut avoir en 120 000 € dans ta région. Je dirais un périmètre, franchement, 30-40 km autour de chez toi. Il faudrait idéalement, tu vois, pour que tu puisses t'occuper de ça, que tu puisses créer de la valeur en faisant les travaux toi-même, etc. Et c'est là aussi peut-être que tu vas gagner en faisant une partie, comme on s'est dit, de travaux toi-même. Tu vas peut-être aussi pouvoir gagner sur ton rendement à court terme. Donc une fois qu'on a défini le secteur géographique, une fois qu'on a défini la typologie de biens, déjà tu vas moins te disperser. Oui, c'est sûr, on va fouiller. Voilà. Et une fois que tu as trouvé, c'est quoi le nerf de la guerre après? C'est d'aller chercher du pognon. Ouais. C'est ça. Et donc là, on sait que tu as une capacité d'endettement qui est limitée parce que du coup, tu as déjà 2 lignes de crédit sur tes revenus. Donc du coup, ça va te bloquer. Mais comme tout le monde, c'est normal. Donc quelles sont les solutions après pour se débloquer là-dessus? Elles sont très claires. C'est se professionnaliser. Professionnaliser, donc ça veut dire que si une banque ne veut pas te prêter à titre personnel parce qu'elle est dans les normes HCSF, peut-être qu'elle va te prêter en personne morale. Donc là, tu vas créer soit une SARL de famille avec quelqu'un de ta famille. Si tu veux continuer à bénéficier du régime LMNP pour des raisons fiscales, parce que ce qui est hyper intéressant avec la SARL de famille, c'est que tu ne peux faire que du meublé, mais comme tu peux faire que du meublé, tu peux aussi bénéficier du régime LMNP, et donc de l'avantage fiscal énorme qui réside dans la LMNP.
j'en entends se dire dans leur tête, oui, mais le régime LMNP, il est sur la sellette avec Bercy, machin, etc. Ok, bon. Moi, j'ai déjà des gens qui me disaient ça en 2010, quand j'ai ouvert mon SIRET LMNP. Ça fait 13 ans que j'en profite. Donc, si tu veux, les on-dit, Oui. voilà. Tant que c'est pas fait. Ok, on voit et on tranche et on arbitre. Mais tant qu'on dit, on dit. Hein. Enfin, tu vois, il n'y a rien qui est fait. Hein. On dit aussi plein de trucs sur les villes. Oui, il va y avoir une autoroute là, machin, un truc, etc. Parce qu'on l'a vu passer vite fait dans les médias, mais ça n'a même pas été passé en comité, tu vois. Donc, au bout d'un moment, il faut vraiment se renseigner sur les choses. Donc, LMNP, aujourd'hui, régime fiscal le plus intéressant. D'ailleurs, c'est ça que tu as sur ton invest. C'est ça. Et malgré que tu génères du cash flow, aujourd'hui, tu n'es pas imposable sur ces revenus-là. Je pense que c'est la dernière année. Mais tu vas l'être parce que tu régénères un peu de cash flow. C'est surtout que j'ai pas fait de travaux. Enfin, c'est même pas coûté cher. Ouais, t'as pas fait de travaux, mais finalement, le levier quand même fiscal intéressant du LMNP, c'est l'amortissement. Mais comme effectivement la valeur d'achat est pas très élevée, ton amortissement, le foncier n'était pas élevé. Voilà. Enfin, voilà. Ça va pas durer longtemps, quoi. Mais c'est pas grave. Oui. Tu gagnes de l'argent, tu payes les impôts. Hein, voilà. Moi, je suis pas réfractaire à payer des impôts. Ça, c'est normal, de toute façon. Mais du coup, t'as ton choix. Pour revenir sur l'objectif, ton choix, il est SARL de famille ou SCI. Après, tu peux investir en SAS, etc. Mais on est plus dans de la foncière, des locaux commerciaux, des machins. Voilà. Là, on va être sur un truc plus patrimonial, plus bon père de famille, etc. Donc, SARL de famille ou SCI. SCI, on va être sur de l'IS. Parce que si tu as un SCI à l'IR, tu vas te retrouver dans une notion de cash squeeze et tu vas payer des impôts sur un revenu qui te sert à rembourser un crédit, pour la faire courte. Donc, aucun intérêt. C'est comme si tu louais en nu. Quand tu loues en nu, si tu as un crédit en face, vu la fiscalité du nu, c'est quand même se tirer une balle dans le pied. Alors quand tu as 10 biens en nu, c'est puissance 10 000. Ouais. Si tu as 10 lignes de crédit en face, si tu n'as pas de crédit, c'est pas très grave. Tu payes les impôts, bon ben tu fais avec. Mais là, avec du crédit, ça peut être très délicat. Donc ceci étant dit, si tu veux faire de la location meublée, SARL de famille, ça me semble bon. Et si tu veux pas faire de location meublée, tu veux pouvoir faire les deux, location nue comme meublée, SCI à l'IS, sur laquelle tu peux faire les deux. Ce n'est pas le cas d'une SCI à l'IR, hein, d'ailleurs, j'ai fait une capsule la semaine dernière sur ça pour expliquer un peu la différence. D'ailleurs, je m'en excuse, j'ai fait 2-3 erreurs de calcul souvent. Je rectifie, j'aime bien rectifier quand même, parce que je l'ai réécouté la capsule, j'aime bien quand c'est technique un peu réécouté, pour j'ai pas dit des conneries. Et j'ai parlé plusieurs fois de charges mensuelles ou d'amortissement mensuel, alors que je voulais dire annuel. C'est juste ça, la petite subtilité. Je corrige. Ils ont dû corriger. Voilà. Personne m'a écrit pour me dire ah, t'as fait une boulette, donc bon. Les gens n'écoutent pas vraiment. Au final, ce qu'on peut faire, ce que je te propose, on a fait quasiment 1 heure, j'ai bien compris ta strat, enfin, j'ai bien compris ta problématique. Je pense qu'on a défini une strat qui est aujourd'hui peut-être un petit peu plus, je sais pas, claire j'y avais pour pas toi. Du tout pensé en fait. Voilà. Ça, tu m'as envoyé sur des axes là auxquels j'ai même pas songé en fait. Donc ça c'est cool parce que du coup ça veut dire qu'aujourd'hui on a échangé 1 heure, t'as pu avancer. Je t'enverrai la facture après. Non, c'est pas vrai. Ah, tu peux toujours envoyer, on l'étudiera. Ouais, voilà. et du coup, ce que je te propose, c'est qu'on se redonne. Donc, on va se suivre. Je vais vraiment essayer de passer un peu de temps, tu vois, sur tes projets, etc. Et voilà, et sans facturer quoi que ce soit. Justement, le but, c'est qu'on puisse aussi servir des auditeurs du podcast et des auditrices du podcast grâce à ton cas d'école, qui est franchement un cas, j'ai envie de dire, classique. T'es salarié. Je pense que je suis un peu la majorité des gens. Enfin, et c'est pour ça que tu voulais tu voulais faire ça aussi, tu vois. Je sais pas, moi, tous les gens avec qui je parle autour de moi, bon, il y en a qui ça n'intéresse pas, mais il y en a qui de suite ils veulent pas aller plus loin parce que ça leur paraît trop complexe. Et j'ai l'impression que quand même les investisseurs immobiliers, ça court pas les rues quand même. Même si nous, on a l'impression qu'il y en a beaucoup parce que on s'intéresse à ce milieu, mais en fin de compte, il y en a pas parce que moi autour de moi, je n'ai aucun. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que comme tu dis, nous, on est dans un microcosme où on côtoie que des investisseurs. Donc on a forcément plein de gens qui en fait 10 000 fois plus que nous. Ah oui. Tout le monde. Quand je faisais du triathlon, c'était pareil. Je côtoyais que des triathlètes, des mecs qui allaient au championnat du monde, etc. Je me sentais une merde à côté, tu vois. Pourtant, j'étais pas mauvais en fait. Et surtout, j'étais un extraterrestre par rapport au commun des mortels qui fait pas de tri, tu vois. Mais en fait, quand tu t'entraînes 15 heures par semaine, t'es un extraterrestre. Mais moi, je côtoyais des mecs qui s'entraînaient 30 heures. Pour moi, je me sentais, tu vois, nul. Oui. Voilà. Et en fait, en investissement, c'est pareil. Quand tu commences à créer ce microcode, c'est pareil. Et tu as un sentiment d'infériorité, de machin, de truc. Mais on l'a tous, en fait. Parce qu'on a tous une comparaison. À part des gros pros. Voilà, à part Bernard Arnault aujourd'hui, qui peut envier personne. Enfin, tu vois, voilà. Donc, du coup, ta situation, elle est plutôt normale. Donc, je pense qu'en fait, elle correspond à beaucoup d'auditeurs qui sont dans ton cas et d'auditrices. Donc, ça, c'est super chouette. J'espère que ça va pouvoir les aider dans le sens où tu es salarié. Ce qui est quand même majoritairement le cas en France, des personnes en France, ce qui est un gros avantage pour investir dans l'immobilier, très clairement. Même si tu investis demain, on va voir en SCI, etc., c'est important d'être salarié parce que tu vas te porter aussi caution de ces prêts-là à titre personnel. Tu as 15 000 euros d'apport, ce qui est assez classique, à dédier, avec des liquidités un peu à côté, qui compte tenu de ton âge est complètement dans les normes.
Enfin, tu vois, il n'y a pas de surprise. Il y a des gens qui en ont beaucoup moins, il y a des gens qui en ont beaucoup plus, mais je pense que tu es carrément dans les normes. Tu as déjà un investissement qui tourne, c'est quand même pas mal. C'est un bon point. Moi, je suis très content. D'ailleurs, on m'a souvent dit, arrête-toi, ça va bien, pourquoi tu en veux plus? Ouais. Non, mais ça, c'est parce que Voilà, mais les parents, ils veulent pas que tu te casses oui. la gueule. En gros, Oui. c'est ça. C'est par bienveillance qu'ils le font. Oui. C'est pas. Ah oui, si c'est la famille qui dit, c'est bienveillance. Si c'est l'entourage, c'est des fois aussi c'est un peu la jalousie. C'est genre au moins ils s'arrêtent là parce que sinon après nous on sera encore plus jaloux quoi. Enfin tu vois c'est un peu il y a des personnes comme ça. Donc, mais de toute façon après ça fait le tri aussi dans ton entourage tout ça parce que tes sujets de discussion sont plus les mêmes, tes problématiques sont plus les mêmes, tes problématiques fiscales d'imposition sont plus les mêmes, tes week-ends ne sont plus du tout les mêmes parce que tu vas être appelé. Enfin imagine t'as 10 apparts comme ça, tu te doutes que la charge mentale c'est plus la même quoi. C'est ça. Tu vois. Donc on va partir là-dessus sur 15 000 € d'apport pour résumer. On va essayer d'aller chercher du financement en personne morale. Donc SCI, SARL de famille. Je t'expliquerai toutes les différences fiscales et de coûts que ça peut avoir comme impact aussi, parce que tu as une société, du coup, tu as une comptabilité qui coûte un peu plus cher, même si en MNP, là, tu es au réel, j'imagine, donc tu as un comptable. Ouais. 400 € je crois, avec la réduction du CGA, du centre de gestion agréé. C'est ça, tu as 500 € quoi, à peu près. Donc voilà, une SCI, ça sera peut-être 800. Voilà, grosso modo, une SARL de famille, peut-être un peu pareil. Tu as un coût de création qui va être pareil entre, autour de 1000 €, on va dire, grosso modo. On peut trouver moins cher, on peut trouver aussi beaucoup plus cher. Mais ça, on pourra t'accompagner pour le faire aussi si besoin. Mais tout ça, de toute façon, c'est après avoir trouvé un bien. Parce que l'idée, c'est que là, la prochaine étape, c'est de trouver un bien qui correspond à un tableau de simulation qu'on va faire ensemble en dehors de l'épisode. Et on va te proposer vraiment une simulation en fonction de ce qu'on peut aussi trouver dans ta région. C'est toi qui vas le trouver, mais nous, on va t'accompagner là-dessus. Et en fonction de ça, une fois que tu as trouvé le bien, tu signes de toute façon le compromis en nom propre, quoi qu'il en soit. Et tu constitues la société entre la signature du compromis et la signature de l'acte. Pourquoi ? Parce que tu ne vas pas constituer la société si au final tu as un refus de financement. Ouais, si ça fonctionne voilà. Et toutes les banques sont hyper à l'aise avec ça, même si j'entends des gens qui sont bloqués à cause de ça, mais toutes les banques sont hyper à l'aise avec le fait qu'eux instruisent un dossier avec des projets de statut et de création de boîte. Et ils ne demandent la création de la boîte et le cabis que pour éditer l'offre de prêt, qui est totalement différente entre une demande de prêt et une offre de prêt. Il y a quand même des étapes différentes. Donc là, on va pouvoir te filer aussi des partenaires bancaires qui pourront te suivre. Moi, je suis persuadé que demain, je t'amène chez mon partenaire principal bancaire qui nous accompagne et accompagne beaucoup de nos clients. Elle va te financer en 3 minutes. Voilà. Donc, le sujet du financement, ce ne sera pas vraiment un problème pour ce premier bien qu'on va trouver ensemble si on reste dans les clous. Le nerf de la guerre, ça va être après de trouver un bien. Un bien en face, ouais. Je m'avance un peu peut-être, c'est pas grave, c'est enregistré, c'est là, ça disparaîtra pas. On verra si on y arrive. Mais on se met des objectifs, voilà, et on va le faire. On va le faire, et l'idée, c'est que alors s'il faut mettre du temps, mais on va pas mettre non plus un temps trop court pour pas trop se mettre la presse. Mais ce que je te propose, c'est que dans 3 mois, on fait un petit bilan rapide. On se refait un petit bilan aux oreilles de tout le monde. Et tous les 3 mois, on se fait ça. Pendant 1 an. Et on voit si ça marche ou pas. Ne te dis pas, ça va prendre 1 an. Ça prendra moins de temps que ça. Non, mais j'ai perdu 3 ans. Voilà. Je sais pas 1 an, mais je veux réussir, quoi. L'idée, c'est que la prochaine étape, on ait quand même trouvé, identifié un bien et qu'on ait signé un compromis. Tu vois, on a 3 mois pour le faire. Et que dans 6 mois, on ait acheté et que tu aies démarré les travaux, qu'on fasse un point de travaux, exploitation. Et que entre 9 mois et 1 an, tu aies mis le bien en exploitation une fois qu'on est... Voilà, une fois qu'on a passé les travaux. Donc ça me semble totalement réaliste comme objectif, pas super ambitieux, mais est-ce que c'est important ? Non, moi, comme je te dis, ce qui est important pour moi, c'est de ne pas être arrêté. Et de ne pas être arrêté par la suite. C'est-à-dire que si j'en fais un, je sais que je voudrais en faire un deuxième. Alors peut-être qu'au bout du 3e ou 4e, je me dirais c'est bon, mais je sais que je vais en faire un autre. Et sûrement encore un autre. Donc voilà, je veux pas être arrêté. Donc il faut du moment qu'on avance, moi ça me va. On avancera. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas se dire oui, mais ce premier investissement risque de me bloquer pour les seconds parce qu'il ne crache pas du cash flow, etc. Parce qu'en fait, tu ne vas rien faire par contre. Mais c'est une des problématiques que j'ai. C'est à ce à quoi je pense. Le problème, c'est que en fait, trouver un investissement, on l'a vu, qui génère du cash flow aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Tu vas en trouver un peut-être, tu vas prendre beaucoup de risques, mais on va se parler de quoi sur la taille de... On va se parler de quoi ? 50 €, 100 € par mois. Oui, ça va être ça. Et c'est pas ça qui va changer la capacité d'endettement et qui va régénérer un truc pour réemprunter 150 000 € demain, tu vois. Donc en fait, les gens ont souvent une fausse croyance là-dessus, c'est-à-dire oui, mais en fait, si je fais pas de cash flow, on va pas me reprêter. Enfin, si tu fais 50 € de cash flow, ça va pas changer la vie du banquier, quoi, tu vois. C'est ça. Et le banquier, en fait, lui aussi, il a besoin que juste ton truc il tourne, que tu payes tes crédits, que t'aies pas de défaillance et que tu vois, et que t'aies un truc sécure aussi. Et pour te reprêter. Puis surtout,
Si tu n'en fais pas un tous les 3 mois, a priori, il n'y a pas de problème. Tu vois, ton historique va prouver et ton expertise va prouver au banquier que ça peut... il y aura du recul. Voilà, ça fonctionne et ok, il va pouvoir te réendetter un peu parce qu'il n'y a pas que le cash flow, il y a aussi l'encours en fait. Tu vois, aujourd'hui, ton encours, il est pas trop important. Si, on a une notion que j'ai pas, c'est combien le montant de l'encours sur la résidence principale. Reste à payer, tu veux dire? Ouais, capital restant dû. Je crois qu'il y a 155 000 euros, quelque chose comme ça. 155K, et donc il doit rester un truc comme ça, là, 53 000 ou 54 000 de mémoire. Hein. On doit être à 200 000 en tout. Donc en fait, si tu veux, bon, aujourd'hui, grosso modo, tu as 200 000, comme tu dis, 200 000 d'encours, sachant que tu as une résidence principale qui vaut combien, tu sais à peu près, sa valeur? Et oui, parce que j'ai voulu la vendre là, récemment, parce que quand on m'a proposé, justement avec Finari, hein, quand j'ai fait l'évaluation, c'était autour de 250 000 euros. Donc c'est pour ça que je me posais la question de s'il fallait pas que je revende, mais le problème c'est que je me suis dit je vais aller où, voilà. Et donc l'appart à la montagne, tu me disais 90 000 à peu près le prix du marché aujourd'hui, ouais, de ce qui se vend sur un... Ouais, c'est ça, hein. 85, 90, je pense que ça part. Hein. Bon, clairement, tu as un patrimoine net en plus qui est intéressant parce que finalement, tu as 100 000, on va dire, 100 000 euros de patrimoine net sur la résidence principale. Tu vas aller chercher 30 000 de plus, donc tu as 130 000 euros de patrimoine net aujourd'hui, en dehors des liquidités. Hein, donc tu es quasiment à 200 au final avec tes liquidités, etc. Enfin, tes liquidités et tes placements. Et tu n'as que, grosso modo, 200 000 euros d'encours, tu vois. Donc, c'est pas un gros danger pour la banque. Donc, la banque va être à même de te prêter un peu plus. Je répète encore une fois une phrase de mon cher expert comptable qui disait, s'il y a 40 ans, bon toi t'es déjà passé, t'as pas 1 million d'euros d'encours, c'est que t'as loupé un truc quelque part. Ah oui. Donc du coup, on va essayer d'y arriver plus tard que 40 ans, c'est pas grave, mais tu vois, l'idée c'est de rattraper un peu le temps perdu. Ouais, c'est sûr. J'ai pas la Rolex non plus. Mais ça c'est pas grave, il vaut mieux avoir 1 million de dettes, non mais honnêtement, il vaut mieux avoir 1 million de dettes qu'une Rolex au poignet. Tu vois, moi j'ai une Garmin, c'est parce que du coup ça me permet d'aller courir plus facilement qu'une Rolex. Ouais. Parce qu'en plus, j'ai pas envie que ça s'oxyde et tout. J'ai la même. Tu vois. Voilà. Mais non, grosso modo, on n'arrivera pas à 1 million, mais on va commencer brique par brique. Oui, c'est ça l'idée, oui. Et pour reprendre oui. une petite anecdote locale, tout est autour ça de s'est nous, fait brique par brique, et ça fait 500 ans, et ça tient. Et c'est bien comme fait. ça que ça se fait. Voilà. Et si un mec était arrivé en disant « Ouais, je sais faire, vas-y, on y va, on grille les étapes », 500 ans après, on serait pas en train d'enregistrer là-dedans. Voilà. Sur ces belles conclusions. Merci Christophe pour cet échange. On a fait 1h10, merci, je pense qu'on va s'arrêter là. Et prochain rendez-vous dans 3 mois pour suivre où on en est. Évidemment, nous, on aura échangé entre-temps régulièrement. Ça marche ? Ça marche, on fait comme ça. À très vite. Merci. Salut. Merci à tous d'être là. Bonne écoute à tout le monde sur les prochains épisodes aussi. J'espère que ça vous a plu ce mode coaching. C'est une première expérience, donc on est preneur de vos retours en tout cas. On est preneur de vos retours parce que c'est finalement un format qui me plaît bien. C'est un peu décousu, mais c'est un peu live aussi. On prépare pas grand-chose. Donc ça me permet d'être hyper spontané sur beaucoup de sujets. Voilà, donc si je peux aider aussi, et Christophe évidemment, mais aussi d'autres personnes qui nous écoutent, c'est avec grand plaisir. Merci et mettez un petit commentaire, un avis 5 étoiles évidemment sur Apple Podcast et Spotify. Ça nous aide beaucoup à grandir. Merci, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.